parti. Dominique, je vois ta petite tête. Tu veux t'asseoir, Dominique, ou pas? Merci pour la discrétion. Écoute, on va faire un film comme Valençol et discret, c'est pas possible. Bon, bah, bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup d'être à l'heure, d'être venus. Alors déjà, j'espère que vous avez passé un bon moment autour de votre dîner et que vos papilles sont satisfaites. Merci au restaurant, au chef, c'est pas facile pour lui de lancer tous les plats au même moment, etc. Donc merci beaucoup au restaurant. Alors, on va commencer notre soirée qui va se dérouler en 3 parties. Donc il y aura une première partie où Bragi, ici présent, va nous présenter son nouveau livre Qualon, très attendu. Qu'est-ce que c'est le Qualon? Donc tu vas nous expliquer ça donc pendant 5-10 minutes, hein, c'est assez court. Ensuite il y aura une deuxième partie qui est une petite mise à jour de l'actualité UFO, surtout venant des États-Unis, sachant que de nouvelles auditions de lanceurs d'alerte au Congrès américain a eu lieu il y a une quinzaine de jours, et c'est notre Ebon National qui va nous présenter tout ça pendant 10 minutes, à toute vitesse, voilà. Et ensuite, on aura la conférence donc, de Thibaut Canuti sur le présumé crash d'un ovni à Rajata. Et la soirée se terminera vers 3h du matin. Dans 23h, ça devrait terminer. On essaie de ne pas dépasser 23h. Voilà, donc alors pour terminer, donc, encore un grand merci à vous tous pour votre présence. Vraiment, ça fait plaisir. On le fait toujours ça le comble. Donc les habitués, les nouveaux, etc. Donc un grand merci à vous tous. Et je laisse la place à Bragi. Voilà. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Bragi Belovac, enquêteur de terrain, je dirais même quêteur de l'inexpliqué depuis une bonne vingtaine d'années, mais dans mes souvenirs les plus lointains, déjà une dizaine d'années, je m'y intéressais beaucoup. Il n'y a pas une heure dans la journée où je ne pense pas. Voilà, je suis fabriqué comme ça. Et puis, on va dire en 2015, j'ai commencé à partir sur le terrain avec une association Picard qui s'appelait GEPI, groupe d'études et d'enquête sur les phénomènes inexpliqués, ce qui m'a permis de mettre la main à la pâte, de me rendre compte de ce qu'était le paysage de l'inexpliqué chez les gens en fin de compte. Et on a rencontré vraiment tout un tas de personnes et qui voyaient tout un tas de choses. Et bien souvent, les témoins d'OVNI étaient aussi des gens qui vivaient des phénomènes inexpliqués chez eux. Voilà. Donc il y avait des liens qui commençaient à se tisser. Et puis, au bout de 3-4 années d'enquête dans tous les Hauts-de-France, on a décidé de clôturer l'association et moi j'ai voulu clôturer aussi cette page avec un premier livre qui s'appelait La calèche sur le chemin, où j'ai essayé d'amener une forme de cohérence à tous ces phénomènes pour les faire sortir justement de la moquerie et se rendre compte que les témoins, effectivement, ils avaient le droit de voir des ovnis, mais ils avaient aussi le droit de dire aux ufologues qu'ils vivaient aussi d'autres choses et qu'ils ne se taisent pas par rapport à ce qu'ils étaient et ce qu'ils vivaient. C'est pas parce qu'on voit un ovni qu'on n'a pas le droit de vivre d'autres trucs, et c'était souvent le cas. Donc après ce livre, je pensais que c'était le dernier. Et puis une expérience professionnelle au CNRS à Amiens m'a mis en contact avec des scientifiques. Et puis c'est en faisant une étude sur l'anthropisation des milieux forestiers que je me suis rendu compte qu'un type de sol correspondait était composé par les mêmes matériaux avec lesquels j'avais, parce que j'expérimente aussi un petit peu, je teste, je suis un peu foufou, j'avais généré un poltergeist dans une maison de vacances. Ma femme était très contente d'ailleurs, le lendemain matin c'était génial. Donc quand elle me voyait sortir le pendule, elle me dit tu me ranges ça, je ne veux plus jamais voir ça. Donc j'avais tous les matériaux sur la table, je savais comment le mécanisme s'était mis en place en fait. Voilà. Même si je ne savais pas que j'allais en générer un. Et retour au CNRS, dans mes carottages de sol avec mon ingénieur forestier, qui me sort un carottage de sol et qui me dit voilà, c'est composé de quartz et d'eau essentiellement, c'est pur, ça s'appelle un plexosol. Et là je me dis waouh, parce que ça faisait déjà 1 heure que j'étais dans la forêt, je me dis c'est marrant, ça fait penser aux forêts nord-américaines, Bigfoot, Dogman, puisque j'y pense tout le temps. Hein. Donc forcément j'ai fait les liens.
Je me dis c'est bizarre. Ce soir, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une corrélation entre ces types de sols et ces cryptides fantomatiques. Et ça a marché. Bingo. Je dis waouh, est-ce que quelqu'un avait déjà vu ça? Je cherche, personne. Donc je me suis mis à écrire et à aller sur le terrain et recommencer de nouveau à écrire un bouquin qui s'appelle Bigfoot Dogman, entre matérialité et immatérialité, parce que moi je rejette ces cryptides comme étant des êtres organiques. Pour moi, c'est né sur la même catégorie que les ovnis. En tout cas, souvent, on a des témoins qui voient les deux. Donc voilà. Donc j'ai creusé dans ce sens, et puis je pensais avoir fini. Voilà. Donc je me dis, je vais arrêter là, puisque je pense que j'ai répondu à la question qui était celle-ci, c'était est-ce que les milieux naturels sont en capacité de faire apparaître spontanément des phénomènes inexpliqués? Et je pensais avoir répondu à la question dans ce livre, jusqu'au jour où... Et là, tu peux lancer la vidéo. Ceci est une étoile à 8 branches. De la diversité naît l'unité. Entre les bras bienveillants de la mer et des montagnes corses, la cité de Calvi semble abriter derrière ses murs une essence invisible, une ambiance subtile que les hommes perçoivent sans pouvoir la nommer. Là où les vagues effleurent les remparts génois, la Vierge Marie veille depuis son sanctuaire perché comme une sentinelle silencieuse. Calvi, cité mariale, avec son passé imprégné d'histoire et de légendes, dégage cette atmosphère mystérieuse qui attire et retire ceux qui la foulent. Un soir du 20 juillet 2023, aux alentours de 22h30, sur le balcon de la résidence Stella Maris, la nuit déjà avançait sur la cité mariale. Une conversation paisible avec ma compagne fut alors interrompue par une vision étonnante. Une formation de petites sphères environ 7 ou 8, d'un diamètre d'une 60aine de centimètres, se déplaçant en formation en V à une 30aine de mètres au-dessus des pins parasols. Leur lumière d'un blanc rosé brillait. Interpréter ces signes célestes à la lumière de mes recherches. Depuis plus de 20 ans, je tente de comprendre comment émergent les phénomènes surnaturels dans notre réalité. Et voilà qu'une démonstration m'était faite, dans un contexte antagoniste à la théorie que j'apportais sur le mode d'apparition des cryptides fantomatiques sur des sols humides et acidifiés. Là, je me retrouvais à observer un phénomène céleste sous un orage sec, en pleine canicule. J'ai alors commencé à scruter tous les critères de cette soirée. La météo, la géologie de ces montagnes calvaises, le cycle lunaire, et même la présence potentielle de l'E-Line, courant subtil d'informations telluriques bien connu des radiesthésistes et autres géobiologues. Mes allers-retours intellectuels entre contexte humide et contexte sec de ces apparitions commencèrent à dessiner un point commun, la présence récurrente d'une tension. Une tension entre deux points de la réalité, venant briser le temps d'une manifestation subtile, le cadre de notre réalité habituelle. Quelqu'un avait-il déjà théorisé cela? Quelqu'un avait-il compris par quelle brisure du réel tous ces phénomènes surnaturels pouvaient entrer ponctuellement dans notre réalité? Au fil de mes recherches, je finis par trouver une théorie amenant au début d'une réponse. C'est dans les écrits théosophes que je découvris un mot, une idée, un concept holistique permettant de faire entrer la totalité des émergences subtiles dans une explication cohérente. Le qual. Une membrane invisible enveloppant notre réalité comme une bulle de savon et soufflée par Floa, le souffle divin. Cette membrane, selon les théosophes, se fissurerait sous l'effet d'une tension dans notre réalité. Et des tensions, il y en a beaucoup dans la nature. Cette redécouverte illumina alors toutes mes années d'enquête, tissant une cohérence nouvelle entre les phénomènes les plus mystérieux et notre cadre épistémique de compréhension. Après 3 années d'études sur le poilu, par l'expérimentation, les sorties de terrain et la lecture de livres rares et méconnus,
Je faisais rejaillir plus d'une vingtaine de lois occultes, vérifiées par les détails, de prime abord anodins, des grands cas ufologiques, cryptozoologiques et paranormaux du monde. La théorie qualonienne semblait valider tous les modes d'émergence que je nommais alors contexte tenseur. Contexte tenseur AL2. Skinwalker Ranch, Contexte tenseur PCA. Monstre lacustre et Aéron, Contexte tenseur PT5. Triangle de Bermude, Contexte tenseur PT5. Polo. On recherche celui-là. Voilà, moi je pense que c'était plutôt synthétique plutôt que de partir sur des explications alambiquées. Je pense que j'avais fait en sorte dans cette vidéo de promotion du livre de faire quelque chose de compréhensible rapidement pour voir voilà, où j'en suis arrivé dans mes conclusions. Et tout ça est né avec la vue de mes premiers ovnis en fait. Voilà, de premiers ovnis en 20 minutes. Et juste le fait de les avoir vus dans un contexte particulier, en fait, je pense que j'étais prêt à comprendre ce que j'étais en train de voir, puisque j'avais déjà pas mal trituré les contextes naturels. Et là, on m'offrait un contexte complètement opposé à celui que je proposais dans Bigfoot Dogman. Et du coup, voilà, ça m'a fait avancer jusque-là. Donc après, je vous laisse seul juge de cette proposition de théorie qui, pour moi, est ma vérité en tout cas. Voilà, parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Et juste pour terminer, donc c'est préfacé par Eagle qui a eu la gentillesse de me faire confiance. Écoute, merci Bragi, donc tu as ramené tes livres, c'est ça quand même. Ils sont tous partis ou... Non, il doit m'en rester une dizaine. D'accord, ok. Bon, en tout cas, merci Bragi pour cette petite présentation et ton livre qui a l'air passionnant. Egon, je vais te passer la main. Donc, est-ce que tu es prêt? Oui, mais moi je reste assis. Moi. Tu restes assis, moi, bon, je suis vieux, moi. C'est pas grave. Et voilà. J'ai grandi. Alors, c'est vrai que lorsqu'Emmanuel m'a demandé de faire un survol de l'actualité, je lui ai dit, mon Manu, la tête te tourne. Alors 10 minutes, hein, 10 minutes. Bon, je m'y connais parce que je l'aime, donc j'ai décidé de le faire. Donc je vais faire ça au pas de course, charge de cavalerie. Donc, ce qui est certain en tout cas, c'est que après de longues années d'esquive et de silence embarrassant, hein, nos ovnis sont désormais partout. Voilà. Ils vivent un étonnant retour en grâce. Vous savez que ça déclenche des débats passionnés. Mais à quoi cela est-ce dû? Légitime de se poser la question. En fait, la réponse, c'est qu'il y a à peu près 8 ans de ça, les ovnis ont quitté un chaussée de feutre. Cette espèce de casier-foutraque qu'on appelle le paranormal, dans lequel on entasse un peu n'importe quoi et n'importe comment. Voilà. Alors en fait, ce retour en grâce a débuté le 16 décembre
Vous voyez, le 16 décembre 2017 exactement, ce jour-là, le quotidien New York Times a balancé un article que je pense que tout le monde connaît, qui a fait l'effet d'une bombe. Pourquoi? Parce qu'on a 3 journalistes là qui nous disent, mais vous savez, en fait, nos experts militaires, notre gouvernement enquête clandestinement sur les ovnis, alors que, si vous voulez, la position officielle du gouvernement américain, c'était les ovnis n'existent pas, ça n'intéresse personne, ni l'État, ni l'armée, donc circuler. Ce qui fait qu'en fait, on s'est tous posé une question qui est, est-ce que nos dirigeants nous mentiraient-ils? Alors dans la foulée, le New York Times a publié également 3 vidéos censées être tournées par des pilotes militaires assermentés. Ces vidéos en noir et blanc, je pense que vous les connaissez aussi, s'appellent FLIR, Go Fast, Taking Mall. Je vous ai mis des petites photos, il y a même, on peut même acheter des t-shirts aujourd'hui, c'est super, c'est très saillant. Et que voit-on sur ces vidéos? Eh bien, on y aperçoit de drôles d'objets qui défient nos lois physiques et qui sont traqués par des caméras infrarouges à bord de jets de la Navy. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez imaginer que ces enregistrements ont fait l'objet de tas de spéculations. Sont-ils authentiques? Où sont-ils de parfait canular? La réponse va arriver le 27 avril 2020 par la voix du Pentagone, rien de moins, qui reconnaît l'authenticité de ces vidéos et qui autorise leur diffusion. Voilà. Alors la première vidéo qui va vraiment retenir l'attention, et qui a d'ailleurs aujourd'hui valeur historique, baptisée FLIR, elle dure 1 minute 17 et elle a totalement changé la donne en offrant aux ovnis une consistance inattendue. Alors cette vidéo, on sait, elle a été tournée le 14 novembre 2004 au large de San Diego de la côte californienne. Ce jour-là, lors d'un exercice militaire, en fait, les opérateurs de vol ont aperçu un essaim d'objets qui étaient à 18 000 mètres d'altitude, qui sont descendus à 5 mètres au-dessus des flots en 1 seconde. Et donc, on a envoyé des pilotes pour voir ce que c'était. Et ces pilotes ont dit, tout en volant, ces objets rebondissaient comme une balle de ping-pong. Et puis donc, ils ont aperçu surtout donc, un de ces objets, ils ont traqué un de ces objets, qui était à 15 mètres au-dessus des flots, qui est une sorte de cigare tout blanc, tout lisse, qu'ils ont appelé un tic-tac. Et voilà, petit pas. On peut même en acheter maintenant sur Internet. C'est très saillant sur les bibliothèques. L'article de New York Times et les 3 vidéos ont suscité, vous pouvez l'imaginer, une grande agitation dans les couloirs du pouvoir à Washington. Et là, révolution majeure pour les ovnis, le 25 juin 2021, suite à une demande nourrie du Sénat, le Pentagone est sommé de s'exprimer. Et c'est l'OVNI, du bureau du directeur du renseignement national, qui s'y colle et qui remet alors un rapport préliminaire de 9 pages reconnaissant, écoutez bien, reconnaissant la réalité du phénomène. Je peux vous dire que c'est un moment cardinal pour nous. Alors bon, en gros, c'est quoi? Ils nous disent que ce sont on parle d'objets physiques, physical objects, et surtout qui ont la fâcheuse manie de semer le boxon lors de manœuvres militaires secrètes. Voilà. Alors évidemment, la presse internationale va relayer l'information, et pour ces faits intrus que sont les ovnis, tout s'accélère. Le 17 mai 2022, c'est la première fois depuis 50 ans que le Congrès américain tient une audience publique qui leur est consacrée. Et j'ai adoré, moi j'ai adoré, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai adoré cette session. Durant cette session, Scott Bray, directeur adjoint du renseignement pour l'US Navy, avoue que l'état-major américain possède un dossier non résolu de 400 phénomènes aériens non identifiés. Il ajoute qu'un nombre toujours croissant d'objets mystérieux est signalé depuis le début des années 2000. Et puis il projette également une vidéo dans laquelle on aperçoit un ovni en forme de pyramide. Voilà. Et c'est donc officiel. Concernant les ovnis, la Navy se mouille. Voilà. Le 9 juin 2022, la NASA emboîte le pas. Elle annonce qu'elle lance une enquête sur ces étranges phénomènes. Sacrée nouvelle. La NASA qui jusque-là était assez muette. Le 20 juillet 2022, on apprend la création de l'ARO, le bureau de résolution des anomalies tout domaine. Il s'agit en gros d'un bureau gouvernemental américain au sein du ministère de la Défense, chargé d'enquêter sur le phénomène des UAP. Et c'est Monsieur Sean Kirkpatrick, un physicien, qui est nommé directeur de ce bureau. À partir de là, ça va tanguer pour les ovnis.
Le 12 janvier 2023, le Pentagone publie enfin son premier rapport très attendu sur le sujet. Bon, on ne va pas s'y attarder parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. On nous précise tout de même qu'il s'agit parfois d'engins aux caractéristiques de vol et aux capacités de performance inhabituelles, et ça nécessite des analyses plus poussées. Vous voyez, ça reste très prudent, mais en tout cas, ça a l'avantage d'exister. 4 mois plus tard, on rentre vraiment dans le dur. Le 31 mai 2023, un panel de spécialistes dépêchés par la NASA tient à Washington sa première réunion publique sur les ovnis. Voilà. Alors il faut savoir que cette équipe d'études indépendantes est composée de 16 scientifiques et experts dans divers domaines: astrobiologie, politique, sciences des données, océanographie, génétique et sciences planétaires. Ouf. Cette séance a duré plus de 4 heures, elle a été transmise en direct sur Internet, et on voit que les ovnis en fait passent lentement de théorie marginale du complot à un véritable problème de sécurité nationale. 5 juin 2023, un ex-officier du renseignement de 36 ans quitte les coulisses du pouvoir pour devenir lanceur d'alerte. Il s'appelle David Charles Grush, vous les connaissez tous, et il sème un sacré boxon en déclarant dans un article publié par le média The Debrief, le voilà, que le gouvernement américain possède depuis longtemps plusieurs vaisseaux d'origine non humaine issus de crash. Bon, on sait, on a vécu, les déclarations ont provoqué un véritable tsunami. Voilà. La preuve, même chez nous, qui sommes un tantinet endormis, le Parisien, quotidien bien connu, consacre sa couverture à David Grush, en titrant « Cet homme relance le débat sur les ovnis ». On ne va pas bouder notre plaisir. Let's go. 26 juillet 2023, autre moment marquant, une audition qualifiée d'historique. Ce moment absolument incroyable, et donc ça a lieu à Washington. Une sous-commission de la défense nationale à la Chambre des représentants va auditionner 3 témoins. Il y a David Grush, il y a David Fravor et il y a Ryan Graves. C'est encore David Grush qui va secouer le cocotier, et il va confirmer devant cette commission du Congrès que les autorités américaines ont récupéré un ovni ainsi que les restes de son équipage, du matériel biologique non humain. Et il ajoute qu'il existe un programme de rétro-ingénierie occulte qui analyse ce matériel pour en tirer avantage, financé par des détournements de fonds. 14 septembre 2023, l'équipe d'études de la NASA publie son premier rapport d'analyse tant attendu sur les ovnis. C'est un rapport de 36 pages. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce rapport, moi ce qui m'a marqué, c'est que l'agence déplore que ce sujet qui passionne le public soit injustement taxé de conspirationnisme et de sensationnalisme, et souhaite que la science s'en empare. Quand c'est la NASA qui parle, ça laisse songeur. 13 novembre 2024, le comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants des États-Unis tient une nouvelle audience de 2 heures à Washington. Donc il y a encore des témoins. Le plus intéressant, c'est le journaliste Michael Schellenberger, lui qui va quand même dire qu'il tient de première main la certitude que les communautés de renseignement sont assises sur une énorme quantité d'informations visuelles concernant les ovnis. Ces personnes, dit-il, possèdent depuis très longtemps, et je ne parle pas de photos et vidéos floues qu'on nous donne pour nous calmer, non, ils possèdent des centaines, voire des milliers de photos et de vidéos en haute résolution. Moi, ça me fait rêver. Et maintenant, plus près de nous, le 9 septembre 2025, ça devient une habitude, vous avez, se déroule devant la Chambre des représentants une nouvelle audition consacrée aux ovnis. Cette audition est placée sous l'égide de la représentante républicaine Anna Paolina Luna, directrice de la Task Force sur la déclassification des secrets fédéraux, c'est ça. Cette audition, intitulée « Restaurer la confiance du public grâce à la transparence en matière d'UAP et à la protection des lanceurs d'alerte ». Voilà, ils vont auditionner plusieurs témoins. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça c'est très intéressant. D'abord, on a un premier témoin qui s'appelle Dylan Borgland. Alors, c'est un ancien spécialiste du renseignement géospatial. Alors, lui va dire avoir fait une incroyable observation durant l'été 2012 sur la base aérienne de Langley en Virginie. À 1h30 du matin, il a vu un objet s'immobiliser au-dessus de lui.
Cet ovni mesurait environ 30 mètres de long et avait la forme d'un triangle équilatéral. À cet instant, il a remarqué que son téléphone ne fonctionnait plus. Le matériau qui composait cet engin de couleur noire métallisée semblait fluide ou dynamique. Il a également noté la présence d'un plasma doré sur le sommet de l'objet. Et Borland a décrit avoir ressenti une sensation d'électricité statique autour de son corps et comme une odeur de foudre, comme une odeur d'orage. J'ai adoré, c'est très beau. Voilà. Par contre, la fin est moins géniale. Il a avoué subir de terribles représailles et de manière répétée après avoir déclaré cette observation. On a un second témoin qui s'appelle Alexandro Wiggins, membre de la marine, lui qui s'est exprimé aussi à titre personnel. Il a rapporté avoir observé le 15 février 2023 à bord d'un navire, l'USS Jackson, au large des côtes californiennes, un étrange spectacle. Je suis ici pour vous fournir un témoignage direct de ce que j'ai vu, a déclaré Wiggins. J'ai observé des objets volants qui ne correspondent ni à des avions, ni à des drones conventionnels. Il affirme en effet avoir vu un objet autolumineux en forme de tic-tac émerger de l'océan et qui a rejoint 3 autres objets similaires suspendus dans les airs. L'instant d'après, les 4 objets en formation contrôlée ont accéléré et disparu. Le moment fort de cette audition, on arrive à la fin, une véritable déflagration est causée par la projection d'une vidéo inédite tournée le 30 octobre 2024 et dévoilée par le représentant du Missouri, Eric Burlinson. Alors qu'y a-t-il sur ce document si troublant? On y voit un ovni en forme de sphère qui évolue dans l'espace aérien, au large du Yémen, et l'instant d'après, un drone MQ-9 américain, invisible sur les images. 1, 2. Alors donc, qu'y a-t-il sur ce... Je recommence, vous n'avez rien entendu, on recommence. On rembobine. Alors, on y voit un ovni en forme de sphère qui évolue dans l'espace aérien, au large du Yémen. L'instant d'après, un drone MQ-9 américain, qui est invisible sur les images, tire un missile Hellfire sur cet objet sphérique, et la surprise, au lieu de détruire sa cible, le projectile rebondit sur l'ovni, qui, indifférent, poursuit tranquillement sa course. Voilà. Et c'est la consternation parmi l'assistance. Et il y a à peine 2 semaines, jour pour jour, donc 14 jours, vous voyez, le Parisien consacre à nouveau sa couverture aux ovnis, c'est chaud. Le journaliste Gaël Lombard révèle qu'une réunion s'est déroulée début septembre à l'école militaire de Paris, réunissant gradés, experts et hommes politiques. Voilà la couverture du Parisien. Puis je vais vous livrer un scoop, parce que pendant qu'on s'agite, les ovnis se marrent là-haut et ont encore de beaux jours devant eux. Je vous remercie. Si vous avez juste un petit moment, j'ai la vidéo, si vous voulez la voir. Vous voulez voir? Voilà la vidéo. Donc vous voyez, donc ça c'est cette espèce. Yemen, suddenly, on the left side of your screen, you see a Hellfire missile zip in, strike that unidentified object, and bounce right off it. When we slow the video down, you see the Hellfire missile continue to travel on its path. Alors on voit le missile qui continue. Becoming clearer from this zoomed out angle. Not shown is a second Reaper drone that launched the missile. Congressman Eric Burleson shared the video at a House oversight meeting with what the calls unidentified aerial phenomena, better known as UFOs. That's a Hellfire missile smacking into that UFO Alors on and voit un just missile bounced qui right tape off. dans un It kept going. et il se passe rien. kept going, and it looks like the debris was taken with it. Yeah. Alors on avait trouvé 2 petits débris, quand même, 2 petits débris, il a continué sa route. The target and bounced off. Louis Elizondo is a former Et Elizondo disant, on n'a jamais vu un missile Hellfire ne pas détruire sa cible. Strike on something solid. There's usually not much left C'est que les 3 petits débris whatever continuent de it voler is. derrière l'objet. Very, very destructive. What seems to happen is that the missile is either redirected or in some case perhaps glances off the object
and continues on its way. A recent government report revealed the government received more than 750 new UAP sightings in the 2024. Entre mai 2023 et juin, 750 security concerns observations de nuit. Does this video scare you guys? Yes or no? Est-ce que c'est effrayant pour vous? Yes. Oui. Yes. Oui. Me too. There's a lot of Et information that's aussi, not ils sont tous effrayés. Voilà. Pendant que les ovnis se marrent. What are we even looking at here? We do know that the U.S. military was conducting airstrikes against Houthi targets at the time. Pentagon officials tell CBS News, no comment. Charlie Daggett at CBS News, Washington. Merci beaucoup, mon Egon, c'était super. Il y a 10 jours à peu près. Ça a été montré le 9 septembre. Bon, bah, Egon, merci beaucoup pour cette performance de résumer 8 ans en 10 minutes, c'est pas mal quand même, Egon, bravo. Je l'ai fait pour toi. Ouais, merci beaucoup, bravo. Bon voilà, donc c'était un petit clin d'œil pour un petit update de ce qui se passe depuis 8 ans, depuis 2017. Donc on va passer maintenant à Thibaut. Alors avant de passer la parole à Thibaut, déjà je voulais remercier Monsieur Makoso, qui est ancien ambassadeur du Gabon et qui nous fait le plaisir d'assister pour la première fois à cette soirée. Ambassadeur du Gabon en Russie. Papa de Yann Alexander, hein, voilà. Donc merci beaucoup de votre venue, monsieur. Autre petit point aussi, Jess, il est où Jess? Jess. Voilà, Jess Kahn aussi, qui nous fait le plaisir de venir de Rodez, hein, c'est ça? Oui. Voilà, Rodez. Donc il y a un site que vous pouvez aller voir qui s'appelle OVNI Livre. Immense bibliothèque autour des ovnis, Jess, franchement. Donc merci aussi de ta venue de province. Que je présente. Voilà, c'est ça. Donc le site OVNI Livre, hein, c'est ça? Pardon? OVNILivre.fr, c'est ça? OVNI Livre, mais peut-être que tout à l'heure on a essayé OVNI Livre, la personne n'était pas rentrée, mais il faut mettre Jess Kahn, OVNI Livre. D'accord, Jess Kahn, OVNI Livre, ok. Voilà, donc on va passer maintenant à Thibaut. Alors je vais vous présenter Thibaut. Donc Thibaut Canuti est historien de formation et conservateur en chef des bibliothèques. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Il est reconnu pour sa carrière dans la direction d'établissements majeurs du secteur public de la lecture. Formateur et manager, il s'est distingué par des contributions à la réorganisation de réseaux de médiathèques et par l'accompagnement d'équipes avec une attention portée à l'innovation et à la transmission professionnelle. Parallèlement à son parcours institutionnel, Thibaut s'impose comme l'un des experts français en ufologie, auteur de références marquantes telles que Histoire de l'ufologie française, Le temps des soukoupistes, Le temps des officiels et Un fait maudit. Donc, histoire originale et phénoménologique du fait OVNI, il apporte un éclairage historique, critique, sociologique, rigoureux sur les phénomènes OVNI. Son approche croise l'analyse des discours officiels, l'évolution des croyances et la documentation scientifique, lui valant d'être sollicité lors de conférences et dans des médias spécialisés. Thibaut Canuti incarne ainsi une expertise rare à l'intersection des sciences humaines, des archives et du phénomène OVNI, valorisant à la fois la culture professionnelle du réseau public et la recherche ufologique en France. Pour terminer, il est aussi cofondateur de la chaîne YouTube The UAP Show, notamment avec Paul Pluin ici présent. Voilà, donc Thibaut est bonne. Donc la chaîne The UAP Show, donc véritable talk show, et la seule émission talk show d'ailleurs ufologique en France, autour du sujet ufologique, donc chaîne de débat très sérieuse, avec des invités de grande qualité dans des domaines aussi variés que la science, la politique, la recherche, l'astronomie, les renseignements, journalistes, auteurs et l'ufologie, bien évidemment. Et d'ailleurs, je peux que vous recommander de visiter cette chaîne, The UAP Show,
très chaudement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, franchement, allez y faire un tour, c'est passionnant. Le jeudi. Tous les jeudis à 21h, c'est ça? Exactement. Bah, un jeudi sur deux maintenant. Un jeudi sur deux. D'accord, ok. Voilà. Alors Thibaut, mon cher Thibaut, un grand merci pour ta venue au repas ufologique de Paris, sachant que tu quittes que trop rarement ton département tant aimé des Bouches-du-Rhône, n'est-ce pas? Donc on te passe la parole pour cette conférence passionnante autour d'un présumé crash d'OVNI à Magenta, en Italie, en 1933. À toi de jouer, Thibaut. Alors excusez-moi, il y a toute une petite préparation parce qu'évidemment, comme vous le savez, Emmanuel Le Riche est un homme de médias. Voilà, donc c'est forcément un homme de la génération de l'audiovisuel. Donc même si le dossier Magenta n'est pas spécialement, c'est pour le remercier de toutes les gentillesses qu'il a dit sur moi, le dossier Magenta n'est pas spécialement un dossier très très photogénique ou télégénique, mais on a quand même deux trois petites choses à vous montrer. Alors, d'abord, merci Emmanuel de ton invitation, qui me fait très plaisir. En fait, je suis venu que parce que c'est toi. Moi, j'agis bien souvent uniquement mu par l'amitié. Et puis, bien sûr, c'est l'occasion de voir plein de gens que j'aime beaucoup. On parlait du AP Show, donc voilà, il y a notre présentateur vedette Paul qui est là. Donc ça me fait très plaisir de le voir parce que la plupart du temps on se voit pas en fait. Moi je suis dans le sud, lui à Troyes. Et puis il y a l'ami Egon aussi, il y a la grande Marie-Thérèse de Brosse, voilà, il y a plein de gens que je suis ravi de revoir. Alors comme le temps est compté, je vous propose d'attaquer en vous signalant tout de suite quand même que je ne suis pas l'enquêteur du cas de Magenta pour ceux qui ignoreraient ça. Je fais simplement là œuvre de vulgarisateur. Je vous propose de rentrer dans cette enquête qui est assez tentaculaire en fait, puisque l'enquête, vous allez voir, commence en 96 et finalement se poursuit encore aujourd'hui. Et donc l'enquête, on la doit essentiellement à deux hommes qui s'appellent Roberto Pinotti et Alfredo Lissoni, qui sont des ufologues du Centro Ufologico Nazionale, Donc voilà, ça c'est Alfredo, c'est Alfredo Lissoni. Alors lui c'est un archiviste de formation, donc vous allez voir comme le cas est quand même un cas qui repose en partie sur des archives. C'était assez intéressant qu'il se trouve impliqué là-dedans. Pardon, on dit quelque chose? Ah, il faut que je rapproche le micro, très bien. Et puis, Roberto Pinotti, c'est ce monsieur qui n'est rien moins que le plus grand des ufologues italiens, on peut dire ça, le CUN, Il a fait plusieurs oui, on en a fait tout plein, et notamment consacré à Magenta, étant la principale association ufologique italienne. Donc je vous propose de commencer par une reconstitution des faits. Je vous dis pas tout de suite ce que je pense du cas, si tant est que j'ai une opinion arrêtée sur ce cas-là, qui est intéressant, ça c'est certain. Mais je vous propose de commencer par une petite reconstitution de ce qui a pu se passer, comment ça a pu se passer. Et du coup, comme c'est la partie la moins aride de mon intervention, j'ai essayé de la tourner, mais on ne voulait pas, de manière un petit peu poético-littéraire, on va dire ça. Après, on rentrera dans le vif du sujet de l'enquête. Alors, je vous montre là des paysages lombards. Alors, Magenta, 13 juin 1933. Aux premières heures de l'aube, la ville émerge lentement de son engourdissement. Il fait frais, l'humidité est encore présente dans l'air doux du matin, le soleil perce difficilement dans un ciel chargé et orageux. Une pluie fine et intermittente tombera toute la journée. L'eau est partout, après les fortes pluies du printemps.
Magenta se situe dans la plaine du Pô, une vaste zone alluviale fertile parcourue de nombreux cours d'eau, parmi lesquels le canal Villoresi, construit à la fin du XIXe siècle pour irriguer la région, mais ce territoire lombard est aussi quadrillé par les affluents de la rivière Ticino qui coule à l'ouest de la ville et par les nombreux réseaux secondaires de drainage et de rizières qui limitent l'expansion des marais. Cacina, Baraggi, la Fopa, Urizza et di Pontevecchio évoquent ces terrains humides, marécages anciens qui vont être le terrain de l'extraordinaire événement qui va advenir. En début de matinée, dans les champs qui ceinturent la ville, les hommes et les femmes ont quitté depuis longtemps déjà les cacines, les fermes en cours carrés typiques de la région, et des bergeries et ateliers artisanaux émergent. La population laborieuse qui œuvre dans les champs de maïs, les rizières, en eau, les vergers et les prairies d'élevage où paissent les fameuses vaches lombardes. Qui, le premier, a donné l'alarme lorsqu'en milieu de matinée, un étrange objet de couleur gris terne, apparemment fait de métal, sans ailes ni hélices, a été aperçu, émergeant des nuages, tantôt étrangement suspendu dans le ciel, tantôt se dépassant lentement par mouvement saccadé. Les photos, c'est n'importe quoi. Bon, le truc qui sert à rien. Oh, on s'en fout, le photo. Alors, les paysans et employés municipaux ont aperçu d'étranges objets. Il faut imaginer aussi que les aviateurs de la base de Milan ont sans doute tous signalé un objet brillant stationnant à haute altitude au-dessus de la Lombardie. Les autorités militaires sont alertées, puis la police fasciste et les miliciens. Cet aéronef qui apparaît et disparaît dans les hautes couches nuageuses n'appartient manifestement pas à la Regia Aeronautica, armée de l'air royale italienne, fleuron de l'armée mussolinienne. Allô ? T'apportes un peu que t'as dans les doigts quand même. Je sais pas, vous m'entendez si je parle comme ça? Oui. Après, au fond, je sais pas. Je sais pas si vous allez bien l'entendre là-bas. Lève-toi, Thibaut, dans le nez. Dans le nez. Je sais pas, donc on va dire que cet aéronef qui apparaît et disparaît dans les hautes couches nuageuses n'appartient manifestement pas à la Regia Aeronautica, l'armée de l'air royale italienne, fleuron de l'armée mussolinienne, forte de ses centaines de chasseurs, bombardiers légers et moyens, hydravions de reconnaissance, avions de transport, dont les autorités et la population chantent avec fierté l'intrépide modernité. Le silence a peut-être frappé la campagne, comme c'est souvent décrit, lors d'apparitions d'ovnis. Les animaux, qui sont doués de sens bien plus aiguisés que les nôtres, pour discerner l'étrange et l'inédit, ont pu faire soudainement silence, alertant chacun avant que les propos ne se signalent par une agitation incompréhensible. La campagne de Magenta a-t-elle connu le fameux effet Oz, popularisé par l'ufologue Jenny Randles? 1, 2, 1, 2, c'est bon, ça remarche, on est reparti. Du coup, on te demande de recommencer depuis le début, s'il te plaît. Le fameux effet Oz, donc, qui plonge dans certaines circonstances les témoins dans une bulle de silence et de calme qui s'installe dans la zone où va se dérouler l'apparition. Les témoins ont-ils vu les routes se vider progressivement des voitures et des carrioles? Ont-ils été frappés par la sidération ou la peur, en passant par une sensation que Joël Ménard qualifie d'effet coton, et que certains témoins signalent par une sensation d'être comme hors du temps? Le temps, justement, leur a-t-il joué des tours, comme c'est aussi fréquemment rapporté au voisinage des soucoupes? Vers midi, l'étrange objet, comme nimbé d'un brouillard luminescent, effectue une descente instable vers une zone marécageuse. D'après le témoignage de Marco Negri, descendant d'un ancien podesta, un maire local, l'objet aurait été découvert dans la campagne entre Magenta et Vergiate, ce qui implique une zone intermédiaire entre ces deux localités, peut-être à l'ouest ou au nord-ouest de Magenta, non loin d'un axe fréquenté, ce qui expliquerait le témoignage indirect publié sous forme de faits divers: 5 ouvriers à vélo renversés par un éclair.
on y reviendra, et à proximité directe d'une route reliant Magenta à Vergiate, ce qui a pu faciliter un transport rapide et discret par convoi militaire. Sans explosion ni incendie visible, ce qui apparaît alors clairement comme un étrange objet métallique s'abîme avec fracas dans un champ marécageux. Dans un choc violent et sourd, amorti par la terre molle, un son d'airain résonne et se répand de longues secondes en vibrant dans l'atmosphère. Très vite, les curieux s'approchent et distinguent à l'issue d'une franche saignée dans le sol ce qui ressemble à une cloche métallique argentée, écrasée, fumante et maculée de boue. La description fournie par les premiers témoins faisait état d'un objet métallique de 10 à 12 mètres de long, décrit comme un aéronef cylindrique avec un rétrécissement dans la partie inférieure, de forme similaire à une cloche ou à un gland. Il présentait des hublots sur le côté, d'où sortaient des lumières blanches et rouges. J'essaie quand même de montrer quelque chose d'autre, on va voir si j'ai un petit peu plus de succès. Les autorités fascistes ont suivi la lente descente de l'OVNI et ont dépêché sur place des forces de sécurité qui prennent activement possession des lieux et éloignent les curieux en recueillant soigneusement leur identité. La police locale, puis la milice fasciste bouclent la zone et les accès sont condamnés par des troupes toujours plus nombreuses au fil de l'après-midi. La suite est un classique en ufologie que l'on retrouve sur d'autres sites prétendus de crash comme Kecksburg ou Roswell. Le public est éloigné, manu militari, la zone bouclée. La population est déjà coutumière en 1933 de la tentaculaire OVRA, en italien Organizzazione di Vigilanza e Repressione dell'Antifascisme. La police fasciste de Mussolini, créée 3 ans plus tôt par le Duce, en personne, mais qui œuvre en réalité au moins depuis 1926. L'acronyme n'a peut-être aucun sens, Mussolini postulant que le nom mystérieux de cette structure susciterait curiosité, crainte, sensation de surveillance insaisissable et de toute puissance. Cette police secrète était organisée en 11 inspectorats de sécurité publique, couvrant la totalité du territoire italien et s'appuyant sur un vaste réseau de délateurs. L'OVRA a surveillé et réprimé les organisations subversives, la presse hostile à l'État et les groupes d'étrangers bénéficiant des informations recueillies par les services de renseignement de plusieurs autres corps de l'État investis de missions de sécurité publique et se charger de transmettre le dossier des suspects au tribunal spécial de défense de l'État ou aux commissions de relégation. Nul doute que dans cette affaire, elle fut mobilisée aux côtés des troupes régulières dès les premières heures pour le confinement de la zone, la gestion des témoins, de la presse locale et de l'artefact lui-même. Les rares paysans sur place ou témoins de la chute de l'objet se sont-ils attardés longtemps sur place, à supposer qu'ils n'en aient pas été promptement dissuadés par les autorités. Rien de moins sûr. En 1933, les ovnis n'existent pas. Il n'y a ni référent culturel, ni connaissance du dossier, ni même les mots pour le dire au sein de la population. Et il y a fort à penser que les quelques braves Lombards s'en sont rapidement détournés pour regagner le travail des champs, persuadés que l'armée avait sans doute récupéré là quelques avions expérimental de la Aeronautica Militare. L'armée de l'air italienne est alors réputée dans le monde entier et constitue un des éléments de prestige du régime fasciste. Elle a conquis 96 records internationaux, dont ceux toutes catégories de distance, de vitesse et d'altitude. Donc les Italiens la connaissent. Il y a tout lieu de penser qu'ils ont en premier lieu, avant d'invoquer les extraterrestres, pensé à cette armée de l'air. Hyperactive, pourquoi aurait-il pensé aux ovnis? Qui parlait d'ovnis? Les débris sont ramassés par les militaires et chargés dans des camions, tandis que ce qui ressemble à présent à une cloche, le port de l'objet s'étant vraisemblablement détruit lors du crash, est hâtivement dissimulé par une bâche. Une grue à vapeur sur chenille est sans doute dépêchée sur place, les accès sont rendus aisés par la proximité de routes, toutes bouclées pour la circonstance, l'objet rapidement rangé, sanglé et déposé sur un camion plateau, aurait pris la direction de la SIA Marchetti à Vergiate, une proche usine aéronautique qui aurait, du moins en première instance, accueilli l'épave.
Et auparavant, un officier a-t-il pénétré dans l'engin? Ont-ils découvert des entités biologiques? Cette partie du récit, nous le verrons, peut apparaître comme sujet à caution. Quelques éléments de réflexion suite à cette introduction. En pareille circonstance, un État policier, un territoire rural et une population pour le moins éloignée de la préoccupation des ovnis, même si les années 30 sont le théâtre de nombreuses observations d'ovnis en Italie, il est vraisemblable que le secret sur une récupération d'un engin exotique a pu être bien gardé par quelques élites du régime et potentiellement quelques autorités locales. La population accoutumée aux exploits de son aviation avait parfaitement imaginé que l'objet récupéré était un élément d'aviation ou quelque projet secret. Il n'avait donc aucune raison particulière à enregistrer dans leur mémoire cet événement comme relevant de l'extraordinaire. Ce qui est potentiellement un événement ufologique majeur a pu parfaitement être travesti en non-événement et ne subsister qu'auprès d'un tout petit nombre d'individus. À noter également la forme en cloche de l'objet, qui nous rappelle évidemment l'incident de Kecksburg, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. L'incident de Kecksburg se déroula le 9 décembre 1965 en Pennsylvanie. Une intense boule de feu a été aperçue par plusieurs milliers de personnes, dans au moins 6 États américains, ainsi qu'en Ontario, au Canada. Et elle est décrite par les médias comme un météore. D'autres personnes parlent du crash d'un ovni, suivi de la récupération de son épave par l'armée américaine. Alors, je vais vous montrer l'objet de Kecksburg. Kecksburg, c'est ça. C'est là, vous avez le alors, je trouve pas mes mots. Vous avez l'objet qui se trouve à Kecksburg et qui témoigne hein, de ce crash, la maquette grandeur nature de cet objet. Et évidemment, tout cela nous fait également penser, rassurez-vous, hein, je ne vais toujours pas rentrer dans le point de Godwin, mais à la cloche die Glocke en allemand, qui était un dispositif scientifique, technologique, prétendument top secret, une arme miracle ou Wunderwaffe développée dans les années 40 en Allemagne nazie. Les rumeurs concernant ce dispositif ont persisté pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale et ont été utilisées comme intrigue dans le roman Lightning de Dean Koontz. D'abord décrit en détail par le journaliste et auteur polonais Igor Witkowski dans Prawda o Wunderwaffe. En 2000, il a ensuite été popularisé par le journaliste militaire et auteur Nick Cook, qui l'a associé à l'occultisme nazi et à l'antigravité, à la recherche sur la suppression de l'énergie libre. Les critiques traditionnelles ont qualifié ces affirmations concernant die Glocke de pseudo-scientifiques, de rumeurs recyclées et de canulars, ça c'est le consensus qui règne, et nous verrons que si les soucoupes volantes nazies réfugiées en Antarctique avec Hitler lui-même relèvent bien entendu du mythe, il n'en est pas de même des projets spéciaux de disques volants à partir des années 30. Tiens. Alors, passons maintenant à l'enquête. Donc la principale source d'information sur l'incident de Magenta, c'est une série de documents qui ont été reçus anonymement entre 1996 et 2000 par le CUN, donc le Centro Ufologico Nazionale, et qui ont été pris en charge, en l'occurrence par Roberto Pinotti et Alfredo Lissoni. Alors, attendez, je essaie aussi de vous retrouver. Voilà. La source a envoyé plusieurs documents datant des années 30 sous le nom de code de Monsieur X. Et certains étaient originaux, d'autres photocopiés. Un petit groupe de journaux et de chercheurs. Alors Pinotti et Lissoni avancent, sans le prouver formellement, que le mystérieux Monsieur X est vraisemblablement connecté à la famille d'un dignitaire fasciste, le comte Galeazzo Ciano. Alors ça vous parle peut-être, c'était un grand dignitaire du régime mussolinien et qui, vous le verrez, d'après les ufologues italiens, a été étroitement associé à cette découverte. Il s'agissait du gendre de Benito Mussolini, personnalité majeure du régime, nommé chef du bureau de presse du
Duce en 1933. Il est élevé au rang de sous-secrétaire en 1934, il entre au gouvernement, il va être ministre de la presse, de la propagande jusqu'en 1936, le contrôle des esprits et des consciences étant considéré à l'époque par le régime fasciste comme une tâche prioritaire. Et cette promotion va d'ailleurs lui donner le droit de siéger au Grand Conseil fasciste. Et dès cette époque, Ciano apparaît comme le favori incontesté, le vice-Duce, soucieux avant tout d'assurer la succession en contrôlant les ministres et en plaçant sa clientèle au poste de commande. Il sera ensuite ministre des Affaires étrangères de Mussolini jusqu'en 1943, où il sera fusillé par son propre beau-père pour sa participation à un complot contre le Duce, à l'époque de la fantomatique République de Salo, vous savez, quand les Allemands avaient pris le pouvoir finalement en Italie. Donc, ce monsieur X va commencer par envoyer ses documents à des journaux, il Resto del Carlino, qui ne vont montrer que peu d'intérêt pour ces documents. Et par contre, le journal du CUN, UFO Notiziano, lui, va s'y intéresser, va prêter une attention importante à ces documents et à leur analyse. Et ces documents sont devenus connus sous le nom de Fascist Files, c'est comme ça que vous en entendrez parler, en tout cas dans le monde anglo-saxon, les dossiers fascistes, et les documents du Gabinetto RS-33, on y viendra après. Donc, alors, il y a beaucoup de documents, le temps est compté, je vais essayer de passer assez rapidement là-dessus. Vous avez par exemple comme là des notes confidentielles. Des notes confidentielles estampillées du Sénat du Royaume d'Italie, très personnelles et réservées, qui indiquent qu'il faut informer immédiatement le préfet, ordonner la récupération de l'aéronef, procéder à l'arrestation de tous les témoins oculaires, confier l'affaire à la section spéciale RS-33 de l'OVRA, la police politique, existant dans chaque chef-lieu de proximité. Vous aviez une espèce de Stasi absolument redoutable en Italie à cette époque-là, on n'imagine pas. Donc je veux dire, si vous avez envie de prendre en charge ce type d'objet, quoi de mieux qu'une police aux ordres toute puissante et peu scrupuleuse. Adresser tout rapport revêtu de la mention secret absolu, priorité absolue, à l'Office météorologique central, Université de la Sapienza, Rome, compétence exclusive, cabinet RS-33. Empêcher par voie administrative toute diffusion d'informations, notamment par la presse, pour se faire publier de temps à autre de très courts articles expliquant le phénomène comme météore, étoile filante, planète, halo lune, arc-en-ciel, parélie, etc. La transmission des rapports à l'armée de l'air royale est subordonnée à l'avis préalable et favorable du cabinet RS-33. Les décisions de ce dernier sont définitives, sauf intervention directe du Duce. Vous voyez qu'on a confié un grand pouvoir à ce cabinet RS-33. Exclusion absolue de tout autre organisme scientifique, y compris des universités pontificales, de la collecte et de l'examen des rapports. Non, mais ça doit se mettre en veille. Il fait une pause, il est con. Toute dépense afférente à ces dispositions sera imputée au chapitre du budget RS-33. Donc voilà le type de document auquel ils sont confrontés. Une note adressée à un certain Desanti, j'essaie de la retrouver. Voilà, c'est celle-ci, elle n'est pas dans le bon sens, mais enfin, c'est l'idée. Cher Desanti, je te transmets comme convenu oralement cette note pour ton seul usage. N'en fais aucune copie. N'en parle même pas à ton adjoint. Pour toute affaire concernant le cabinet RS-33, passe toujours par moi. J'ai tapé ces lignes personnellement afin de ne pas les exposer au regard parfois trop curieux de mes secrétaires. Agis en conséquence. Après, vous avez aussi toute une série de télégrammes de l'agence Stéphanie. Alors ça, je dois avoir une meilleure copie des télégrammes. Voilà, par exemple. Je
Voilà le type de télégramme qu'ils reçoivent. Ordre personnel du Duce, silence absolu sur le prétendu atterrissage d'aéronefs inconnus en territoire national, version publique à diffuser, phénomène aérien de type météorologique. Instruction, empêcher la publication de toute autre version. Avertir les journalistes concernés, sanctionner tout contrevenant par décision du tribunal spécial pour la sécurité de l'État. Les nouvelles officielles devront être transmises uniquement par l'agence Stéphanie, selon le canevas fourni, météore, phénomène céleste, etc. Confirmation de réception des ordres exigés immédiatement. Donc vous voyez qu'il y a, semble-t-il, si on en croit, si on prête foi à ces documents, un verrouillage qui rappelle furieusement votre cas, pour ceux qui connaissent un petit peu l'ufologie, ça ressemble quand même de très près à tout plein de situations dénoncées par certains ufologues dans certains cas. Alors, je vais passer rapidement. Il y a aussi un autre cas, une autre lettre, en tout cas qui date de 1936, on l'a passé tout à l'heure, et vous avez ce type de croquis. Et donc là, c'est une... Alors, vous voyez, c'est indiqué année 14. Année 14, le Duce avait commencé une nouvelle datation à partir de 22, en toute modestie, sur la date de sa prise de pouvoir. Hein. Et donc on est en 1936 là. Ça correspond à 1936. Et il dit, il a été aperçu lundi matin. C'était un disque métallique net, brillant, large de 10 ou 12 mètres selon les dires. 2 chasseurs ont décollé de la base voisine, hein, mais même à 130 km/h, ils n'ont pas réussi à le rattraper. Ils n'émettaient aucun son, ce qui laisse supposer qu'il s'agissait d'un aérostat, mais personne ne connaît de ballon qui vole plus vite que le vent. Je sais de source sûre qu'il a été vu par d'autres pilotes d'aviation, y compris par ce Marinel, qui a ensuite rédigé le rapport qui est parvenu entre les mains de Ciano. Puis après environ 1 heure, alors qu'il avait peut-être survolé Mestre, on a vu, mais tu ne sais toujours pas, une sorte de long tube métallique gris, une gris ardoise. Dans le rapport de l'informateur, il est décrit ainsi. Ce que j'ai indiqué en A, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai indiqué en A était décrit comme une sorte de torpille aérienne avec des hublots bien visibles. De ces ouvertures rectangulaires partaient des lumières alternées, tantôt blanches, tantôt rouges. En B, il y a 2 chapeaux comme ceux des prêtres, larges, ronds, avec une coupole au centre, métallique, qui suivait la torpille sans changer de position relative. Ces engins produisaient une fumée blanche et persistante. La préfecture a ouvert une enquête, mais vous pouvez imaginer qu'elle n'ira pas loin et qu'elle aura le même résultat que celle de 1931. Il fait référence déjà à toutes sortes d'observations. Alors, on trouve toutes sortes de papiers. Si je prenais le temps de tous vous les détailler, les papiers reçus par cette liasse-là qui a été apportée à Pinotti et Lissoni, on y passerait toute la soirée, on n'a pas le temps. Il y a une note aussi qui est relative à la création du cabinet RS33. Ça, c'est très intéressant. Et puisque qu'est-ce qu'on trouve, qui on trouve à la tête du cabinet RS33? Un certain Guglielmo Marconi. Alors, vous connaissez forcément ce nom, mais vous ignorez peut-être qu'il a toujours été plus ou moins lié aux extraterrestres. On le verra, en tout cas à la recherche extraterrestre. Initialement, Mussolini avait reçu la suggestion de confier la direction à un astronome turinois qui s'appelait Gino Cecchini, mais sur avis du philosophe Giovanni Gentile, il préféra Marconi, qui était un scientifique prestigieux, un sénateur apparemment assez fidèle au régime et politiquement sûr. En tout cas, c'est pas quelqu'un de dangereux. Mais Marconi ne semble pas avoir participé personnellement aux séances. Il va déléguer systématiquement à un collaborateur connu sous le nom du docteur Ruggero Constanti Cavazzani. Personnage mystérieux, n'a jamais été identifié avec certitude. Voilà Gino Cecchini, notre astronome. Alors,
RS33, RS, évidemment, je ne vous ai pas dit, research spécial, recherche spéciale. 33, on peut s'imaginer que c'est la date, l'année, mais pas du tout. En réalité, ça ne renvoie pas, selon Pinotti, à la date du crash, mais à un code des archives d'État à Milan qui renverrait aux nouveaux brevets et nouvelles inventions. Selon Pinotti, 33, il faut l'entendre ainsi. Et on retrouve alors toutes sortes de grands scientifiques, on va les évoquer tout à l'heure. Semble-t-il également, dans les notes et les papiers qui sont transmis à Pinotti et Lissoni, il nous est dit que le cabinet RS33 a mal terminé. Lorsque l'Italie va entrer dans l'axe Berlin-Rome, tout le matériel accumulé par le cabinet RS33 a été finalement transféré en Allemagne. Mais pas la soucoupe, mais pas l'objet. Selon certaines correspondances, les Allemands manifestaient un intérêt particulier, envisageaient des applications militaires fondées sur des forces naturelles, probablement électromagnétiques, et les archives là-dessus demeurent à ce jour totalement introuvables. Monsieur X écrit aussi aux gens à qui il s'adresse, puisque pour une fois il a été entendu, il a été d'abord en première instance rejeté par la presse, donc là il est content, il a trouvé une oreille attentive, celle de Pinotti et Lissoni, et il écrit à Lissoni, il dit je n'ai jamais voulu discréditer qui que ce soit, je voulais seulement faire connaître une zone d'ombre de notre histoire pour montrer que le pouvoir a toujours cherché à contrôler l'information, domestiquer la recherche, éteindre la conscience. Le cabinet RS33 produisit un mémorial rédigé par l'un de ses membres, mon parent, qui raconte l'origine, les activités et les résultats de toute l'affaire, le concerne. Ce témoignage confirme que certains secteurs de l'OVRA livraient en secret du matériel aux Allemands. Les nazis s'intéressaient vivement aux phénomènes célestes étranges, peut-être en vue d'en tirer une arme basée sur des forces naturelles. Je vous envoie quelques documents, invitations, notes, dépêches de l'agence Stéphanie, c'est l'agence d'État. Ne vous laissez pas tromper par leur apparente banalité. Derrière chaque texte se cache une réunion ou une décision relative au cabinet. Alors, il fournit, on sent que ça a été travaillé, il y a tout un dossier. Il fournit aussi des coupures de presse de la période 33-38. Où finalement on a des articles qui évoquent des phénomènes qui sont débunkés, puis simplement on a trouvé la solution, c'était un météore, des planètes brillantes, des halos lumineux, des phénomènes atmosphériques rares. Voilà. Il y a tout un tas de cas comme ça. Il y a aussi des témoignages sur la visite de Hitler en 1938 en Italie. Et il y a un document de l'agence Stéphanie qui rapporte lors de son voyage en Italie, le Führer s'est déclaré impressionné par l'organisation militaire et par l'accueil populaire. L'un des entretiens, selon des sources autorisées, porta sur la coopération entre savants italiens et allemands. Selon le mémorial du professeur Y, membre anonyme du cabinet, cette rencontre comprenait aussi une discussion secrète sur les recherches du fameux Gabinetto RS33. L'Allemagne nazie aurait exprimé le désir de récupérer les données et la technologie liée aux objets inconnus. Donc, si l'on se réfère à tous ces documents, je suis obligé d'accélérer, sinon je vais me faire tuer par tout le monde. Si l'on se réfère à ces documents, bon, je ne retrouve plus, c'est pas très grave. Finalement, le cabinet RS33 a été créé pour centraliser et examiner les observations de phénomènes aériens inhabituels, vraisemblablement aussi pour gérer l'objet de Magenta. Il s'agit de compte. Alors, il est sous une forme de tutelle de l'OVRA, donc c'est aussi une affaire policière, pas n'importe quelle police, la police fasciste. Donc il s'agit de contrôler l'information, empêcher la diffusion de données qui peuvent nuire à l'image du régime. Il s'agit d'analyse scientifique, aussi déterminer la nature réelle des objets observés, le tout sous la coordination militaire. Ces observations s'intègrent dans le cadre des activités de l'armée de l'air et on a vu également de l'OVRA.
parmi les personnalités citées comme faisant partie de ce cabinet RS33, on retrouve finalement toutes sortes de personnes très intéressantes. C'est un espèce de majestic 12 avant l'heure. Et c'est vrai que quand on regarde le CV des personnes qui sont censées être impliquées dans ce cabinet RS33, c'est assez intéressant. Alors vous avez par exemple un chirurgien et biologiste expérimental. C'est quand même intéressant de faire venir un chirurgien et biologiste expérimental, un certain Filippo Bottasi, de l'université de Naples. Vous avez un ingénieur aéronautique qui répond au doux nom de Gaetano Arturo Crocco. Et Crocco, c'est le fondateur de la société Italiana Razzi, et c'est un théoricien de la colonisation de l'espace. Sacrément intéressant. Vous avez un botaniste, botaniste, Romualdo Pirotta. Il est où, Romualdo Pirotta? Il est là. On s'en fout, mais du coup, comme on a dit, il met des images. Ce programme vous a été proposé par la super app Kezan.